Chapitre 6. Manifestations visuelles. Notions sur les apparitions. Essais théoriques sur les apparitions. Esprit globule et théorie de l'hallucination. 100. De toutes les manifestations spirites les plus intéressantes sont, sans contredit, celles par lesquelles les esprits peuvent se rendre visibles. On verra, par l'explication de ce phénomène, qu'il n'est pas plus surnaturel que les autres. Nous donnons d'abord les réponses qui ont été faites à ce sujet par les esprits. Question 1. Les esprits peuvent-ils se rendre visibles? Réponse. Oui, surtout pendant le sommeil. Cependant, certaines personnes les voient aussi pendant la veille, mais c'est plus rare. Remarque. Pendant que le corps repose, l'esprit se dégage des liens matériels. Il est plus libre et peut plus facilement voir les autres esprits avec lesquels il entre en communication. Le rêve n'est que le souvenir de cet état. Quand on ne se souvient de rien, on dit qu'on n'a pas rêvé, mais l'âme n'en a pas moins vu et jouit de sa liberté. Nous nous occupons plus spécialement ici des apparitions à l'état de veille. Petit 1. Voir, pour plus de détails sur l'état de l'esprit pendant le sommeil, le livre des esprits, chapitre Émancipation de l'âme, numéro 409. Question 2. Les esprits qui se manifestent à la vue appartiennent-ils plutôt à une classe qu'à une autre? Réponse. Non. Ils peuvent appartenir à toutes les classes, aux plus élevées comme aux plus inférieures. Question 3. Est-il donné à tous les esprits de se manifester visiblement? Réponse. Tous le peuvent, mais ils n'en ont pas toujours la permission, ni la volonté. Question 4. Quel est le but des esprits qui se manifestent visiblement? Réponse. Cela dépend. Selon leur nature, le but peut être bon ou mauvais. Question 5. Comment cette permission peut-elle être donnée quand le but est mauvais? Réponse. C'est alors pour éprouver ceux auxquels ils apparaissent. L'intention de l'esprit peut être mauvaise, mais le résultat peut être bon. Question 6. Quel peut être le but des esprits qui ont une mauvaise intention en se faisant voir? Réponse. Effrayer et souvent se venger. Quel est celui des esprits qui viennent avec une bonne intention? Consoler les personnes qui les regrettent, prouver qu'ils existent et sont près de vous, donner des conseils et quelquefois réclamer assistance pour eux-mêmes. Question 7. Quel inconvénient y aurait-il à ce que la possibilité de voir les esprits fût permanente et générale? Ne serait-ce pas un moyen de lever les doutes des plus incrédules? Réponse. L'homme étant constamment environné d'esprits, leur vue incessante le troublerait, le gênerait dans ses actions et lui ôterait son initiative dans la plupart des cas, tandis que, se croyant seul, il agit plus librement. Quant aux incrédules, ils ont assez de moyens de se convaincre s'ils veulent en profiter, et s'ils ne sont pas aveuglés par l'orgueil. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui ont vu et qui ne croient pas davantage pour cela, puisqu'elles disent que ce sont des illusions. Ne vous inquiétez pas de ces gens-là, Dieu s'en charge. Remarque. Il y aurait autant d'inconvénients à se voir constamment en présence des esprits qu'à voir l'air qui nous environne, ou les myriades d'animaux microscopiques qui pullulent autour de nous et sur nous. D'où nous devons conclure que ce que Dieu fait est bien fait, et qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient. Question 8. Si la vue des esprits a des inconvénients, pourquoi est-elle permise dans certains cas? Réponse. C'est afin de donner une preuve que tout ne meurt pas avec le corps, et que l'âme conserve son individualité après la mort. Cette vue passagère suffit pour donner cette preuve et attester la présence de vos amis auprès de vous, mais elle n'a pas les inconvénients de la permanence. Question 9. Dans les mondes plus avancés que le nôtre, la vue des esprits est-elle plus fréquente? Réponse. Plus l'homme se rapproche de la nature spirituelle,
plus il entre facilement en rapport avec les esprits. C'est la grossièreté de votre enveloppe qui rend plus difficile et plus rare la perception des êtres éthérés. Question 10. Est-il rationnel de s'effrayer de l'apparition d'un esprit? Réponse. Celui qui réfléchit doit comprendre qu'un esprit, quel qu'il soit, est moins dangereux qu'un vivant. Les esprits, d'ailleurs, vont partout, et l'on n'a pas besoin de les voir pour savoir qu'on peut en avoir, à côté de soi. L'esprit qui voudrait nuire peut le faire sans se faire voir, et même plus sûrement. Il n'est pas dangereux parce qu'il est esprit, mais bien par l'influence qu'il peut exercer sur la pensée en détournant du bien et en poussant au mal. Remarque. Les personnes qui ont peur dans la solitude ou l'obscurité se rendent rarement compte de la cause de leur frayeur. Elles ne sauraient dire de quoi elles ont peur, mais assurément elles devraient plus redouter de rencontrer des hommes que des esprits, car un malfaiteur est plus dangereux vivant qu'après sa mort. Une dame de notre connaissance eut un soir dans sa chambre une apparition bien caractérisée. Elle crut à la présence de quelqu'un, et son premier mouvement fut celui de l'effroi. S'étant assurée qu'il n'y avait personne, elle se dit « Il paraît que ce n'est qu'un esprit, je puis dormir tranquille. » Question 11. Celui auquel un esprit apparaît, pourrait-il engager une conversation avec lui? Réponse. Parfaitement. Et c'est même ce que l'on doit toujours faire en pareil cas, en demandant à l'esprit qui il est, ce qu'il désire et ce qu'on peut faire pour lui être utile. Si l'esprit est malheureux et souffrant, la commisération qu'on lui témoigne le soulage. Si c'est un esprit bienveillant, il peut venir dans l'intention de donner de bons conseils. Comment dans ce cas l'esprit peut-il répondre? Il le fait quelquefois par des sons articulés, comme le ferait une personne vivante. Le plus souvent, il y a transmission de pensée. Question 12. Les esprits qui apparaissent avec des ailes en ont-ils réellement, ou bien ces ailes ne sont-elles qu'une apparence symbolique? Réponse. Les esprits n'ont pas d'ailes. Ils n'en ont pas besoin puisqu'ils peuvent se transporter partout, comme esprits. Ils apparaissent selon la façon dont ils veulent affecter la personne à laquelle ils se montrent. Les uns apparaîtront avec le costume vulgaire, d'autres enveloppés d'une draperie, quelques-uns avec des ailes comme attribut de la catégorie des esprits qu'ils représentent. Question 13. Les personnes que l'on voit en rêve sont-elles toujours celles dont elles ont l'aspect? Réponse. Ce sont presque toujours ces personnes mêmes que votre esprit va trouver ou qui viennent vous trouver. Question 14. Les esprits moqueurs ne pourraient-ils prendre l'apparence des personnes qui nous sont chères pour nous induire en erreur? Réponse. Ils ne prennent des apparences fantastiques que pour s'amuser à vos dépens, mais il est des choses dont il ne leur est pas permis de se jouer. Question 15. La pensée étant une sorte d'évocation, on comprend qu'elle provoque la présence de l'esprit, mais comment se fait-il que souvent les personnes auxquelles on pense le plus, qu'on désire ardemment revoir, ne se présentent jamais en songe, tandis qu'on voit des gens indifférents auxquels on ne pense nullement? Réponse. Les esprits n'ont pas toujours la possibilité de se manifester à la vue, même en rêve, et malgré le désir qu'on a de les voir, des causes indépendantes de leur volonté peuvent en empêcher. C'est souvent aussi une épreuve dont le désir le plus ardent ne peut affranchir. Quant aux personnes indifférentes, si vous ne pensez pas à elles, il est possible qu'elles pensent à vous. D'ailleurs, vous ne pouvez vous faire une idée des relations du monde des esprits. Vous y rencontrez une foule de connaissances intimes, anciennes ou nouvelles, dont vous n'avez nulle idée dans l'état de veille. Remarque. Lorsqu'il n'y a aucun moyen de contrôler les visions ou apparitions, on peut sans doute les mettre sur le compte de l'hallucination. Mais, lorsqu'elles sont confirmées par les événements, on ne saurait les attribuer à l'imagination. Telles sont, par exemple, les apparitions au moment de leur mort, en rêve, ou à l'état de veille de personnes auxquelles on ne songe nullement, et qui, par divers signes, viennent révéler les circonstances tout à fait inattendues de leur fin.
On a vu souvent des chevaux se cabrer et refuser d'avancer devant des apparitions qui effraient ceux qui les conduisaient. Si l'imagination est pour quelque chose chez les hommes, assurément, elle n'est pour rien chez les animaux. D'ailleurs, si les images que l'on voit en rêve étaient toujours un effet des préoccupations de la veille, rien n'expliquerait pourquoi il arrive souvent qu'on ne rêve jamais aux choses auxquelles on pense le plus. Question 16. Pourquoi certaines visions sont-elles plus fréquentes dans l'état de maladie? Réponse. Elles ont également lieu dans l'état de parfaite santé, mais dans la maladie, les liens matériels sont relâchés. La faiblesse du corps laisse plus de liberté à l'esprit qui entre plus facilement en communication avec les autres esprits. Question 17. Les apparitions spontanées paraissent être plus fréquentes dans certaines contrées. Est-ce que certains peuples sont mieux doués que d'autres pour avoir ces sortes de manifestations? Réponse. Dressez-vous des procès-verbaux de chaque apparition. Les apparitions, les bruits, toutes les manifestations enfin sont également répandues sur toute la terre, mais elles présentent des caractères distinctifs selon les peuples chez lesquels elles s'accomplissent. Chez ceux, par exemple, où l'écriture est peu répandue, il n'y a pas de médium écrivain. Chez d'autres, ils abondent. Ailleurs, il y a plus souvent des bruits et des mouvements que des communications intelligentes, parce que celles-ci y sont moins estimées et recherchées. Question 18. Pourquoi les apparitions ont-elles plutôt lieu la nuit? Ne serait-ce pas un effet du silence et de l'obscurité sur l'imagination? Réponse. C'est par la même raison qui vous fait voir pendant la nuit les étoiles que vous ne voyez pas en plein jour. La grande clarté peut effacer une apparition légère, mais c'est une erreur de croire que la nuit y soit pour quelque chose. Interrogez tous ceux qui en ont eu, et vous verrez que la plupart les ont eus le jour. Remarque. Les faits d'apparition sont beaucoup plus fréquents et plus généraux qu'on ne croit. Mais beaucoup de personnes ne les avouent pas par la crainte du ridicule. D'autres les attribuent à l'illusion. S'ils paraissent plus multipliés chez certains peuples, cela tient à ce que l'on y conserve le plus soigneusement les traditions vraies ou fausses, presque toujours amplifiées par l'attrait du merveilleux, auquel prête plus ou moins l'aspect des localités. La crédulité fait alors voir des effets surnaturels dans les phénomènes les plus vulgaires. Le silence de la solitude, l'escarpement des ravins, le mugissement de la forêt, les rafales de la tempête, l'écho des montagnes, la forme fantastique des nuages, les ombres, les mirages, tout enfin prête à l'illusion pour des imaginations simples et naïves qui racontent de bonne foi ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont cru voir. Mais à côté de la fiction, il y a la réalité. C'est à la dégager de tous les accessoires ridicules de la superstition que conduit l'étude sérieuse du spiritisme. 100. Question 19. La vue des esprits se produit-elle dans l'état normal ou seulement dans un état extatique? Réponse. Elle peut avoir lieu dans les conditions parfaitement normales. Cependant, les personnes qui les voient sont assez souvent dans un état particulier, voisin de l'extase, qui leur donne une sorte de double vue. Le livre des esprits, numéro 447. Question 20. Ceux qui voient les esprits, les voient-ils par les yeux? Réponse. Ils le croient, mais en réalité c'est l'âme qui voit, et, ce qui le prouve, c'est qu'on peut les voir les yeux fermés. Question 21. Comment l'esprit peut-il se rendre visible? Réponse. Le principe est le même que celui de toutes les manifestations. Il tient aux propriétés du périsprit, qui peut subir diverses modifications au gré de l'esprit. Question 22. L'esprit proprement dit peut-il se rendre visible ou bien ne le peut-il qu'à l'aide du périsprit? Réponse. Dans votre état matériel, les esprits ne peuvent se manifester qu'à l'aide de leur enveloppe semi-matérielle. C'est l'intermédiaire par lequel ils agissent sur vos sens. C'est sous cette enveloppe qu'ils apparaissent quelquefois avec une forme humaine ou tout autre, soit dans les rêves, soit même à l'état de veille, aussi bien à la lumière que dans l'obscurité. Question 23.
Pourrait-on dire que c'est par la condensation du fluide du périsprit que l'esprit devient visible? Réponse. Condensation n'est pas le mot, c'est plutôt une comparaison qui peut aider à vous faire comprendre le phénomène, car il n'y a pas réellement condensation. Par la combinaison des fluides, il se produit dans le périsprit une disposition particulière qui n'a pas d'analogue pour vous et qui le rend perceptible. Question 24. Les esprits qui apparaissent sont-ils toujours insaisissables et inaccessibles au toucher? Réponse. Insaisissables comme dans un songe, dans leur état normal. Cependant, ils peuvent faire impression sur le toucher et laisser des traces de leur présence et même, dans certains cas, devenir momentanément tangibles, ce qui prouve qu'entre eux et vous, il y a une matière. Question 25. Tout le monde est-il apte à voir les esprits? Réponse. Dans le sommeil, oui, mais non à l'état de veille. Dans le sommeil, l'âme voit sans intermédiaire. Dans la veille, elle est toujours plus ou moins influencée par les organes. C'est pourquoi les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Question 26. À quoi tient la faculté de voir les esprits pendant la veille? Réponse. Cette faculté dépend de l'organisation. Elle tient à la facilité plus ou moins grande qu'a le fluide du voyant de se combiner avec celui de l'esprit. Ainsi, il ne suffit pas à l'esprit de vouloir se montrer, il faut encore qu'il trouve dans la personne à laquelle il veut se faire voir l'aptitude nécessaire. Cette faculté peut-elle se développer par l'exercice? Elle le peut, comme toutes les autres facultés, mais c'est une de celles dont il vaut mieux attendre le développement naturel que de le provoquer dans la crainte de surexciter l'imagination. La vue générale et permanente des esprits est exceptionnelle et n'est pas dans les conditions normales de l'homme. Question 27. Peut-on provoquer l'apparition des esprits? Réponse. Cela se peut quelquefois, mais très rarement. Elle est presque toujours spontanée. Il faut pour cela être doué d'une faculté spéciale. Question 28. Les esprits peuvent-ils se rendre visibles sous une autre apparence que la forme humaine? Réponse. La forme humaine est la forme normale. L'esprit peut en varier l'apparence, mais c'est toujours le type humain. Ne peuvent-ils se manifester sous forme de flammes? Ils peuvent produire des flammes, des lueurs, comme tout autres effets, pour attester leur présence. Mais ce ne sont pas les esprits eux-mêmes. La flamme n'est souvent qu'un mirage ou une émanation du périsprit. Ce n'en est dans tous les cas qu'une partie. Le périsprit n'apparaît tout entier que dans des visions. Question 29. Que penser de la croyance qui attribue les feux follets à la présence d'âme ou d'esprit? Réponse. Superstition produite par l'ignorance. La cause physique des feux follets est bien connue. La flamme bleue qui parut, dit-on, sur la tête de Servius Tullius enfant, est-elle une fable ou une réalité? Réponse. C'était réel. Elle était produite par l'esprit familier qui voulait avertir la mère. Cette mère, médium voyant, avait aperçu un rayonnement de l'esprit protecteur de son enfant. Tous les médiums voyants ne voient pas au même degré, de même que vos médiums écrivains n'écrivent pas tous la même chose. Tandis que cette mère ne voyait qu'une flamme, un autre médium aurait pu voir le corps même de l'esprit. Question 30. Les esprits pourraient-ils se présenter sous la forme d'animaux? Réponse. Cela peut arriver, mais ce ne sont toujours que des esprits très inférieurs qui prennent ces apparences. Ce ne serait, dans tous les cas, qu'une apparence momentanée, car il serait absurde de croire qu'un animal véritable quelconque pût être l'incarnation d'un esprit. Les animaux ne sont toujours que des animaux et rien d'autre. Remarque. La superstition seule peut faire croire que certains animaux sont animés par des esprits. Il faut une imagination bien complaisante ou bien frappée pour voir quelque chose de surnaturel dans les circonstances un peu bizarres dans lesquelles il se présente quelquefois. Mais la peur fait souvent voir ce qui n'existe pas. La peur n'est pas toujours la source de cette idée. Nous avons connu une dame très intelligente du reste qui affectionnait
outre mesure un gros chat noir, parce qu'elle le croyait d'une nature suranimale. Elle n'avait pourtant jamais entendu parler du spiritisme. Si elle l'eût connu, il lui aurait fait comprendre le ridicule de la cause de sa prédilection, en lui prouvant l'impossibilité d'une pareille métamorphose. 101. Les manifestations apparentes les plus ordinaires ont lieu dans le sommeil, par les rêves. Ce sont les visions. Il ne peut entrer dans notre cadre d'examiner toutes les particularités que peuvent présenter les rêves. Nous nous résumons en disant qu'ils peuvent être une vision actuelle des choses se présente ou absente, une vision rétrospective du passé et, dans quelques cas exceptionnels, un pressentiment de l'avenir. Ce sont souvent aussi des tableaux allégoriques que les esprits font passer sous nos yeux pour nous donner d'utiles avertissements et de salutaires conseils, si ce sont de bons esprits, ou pour nous induire en erreur et flatter nos passions, si ce sont des esprits imparfaits. La théorie, ci-après, s'applique aux rêves comme à tous les autres cas d'apparition. Voir Livre des esprits, numéro 400 et suivant. Nous croirions faire injure au bon sens de nos lecteurs en réfutant ce qu'il y a d'absurde et de ridicule dans ce qu'on nomme vulgairement l'interprétation des songes. 102. Les apparitions proprement dites ont lieu à l'état de veille et alors qu'on jouit de la plénitude et de l'entière liberté de ses facultés. Elles se présentent généralement sous une forme vaporeuse et diaphane, quelquefois vague et indécise. C'est souvent, au premier abord, une lueur blanchâtre dont les contours se dessinent peu à peu. D'autres fois les formes sont nettement accentuées, et l'on distingue les moindres traits du visage, au point d'en pouvoir faire une description très précise. Les allures, l'aspect, sont semblables à ce qui était l'esprit de son vivant. Pouvant prendre toutes les apparences, l'esprit se présente sous celle qui peut le mieux le faire reconnaître, si tel est son désir. Ainsi, bien que, comme esprit, il n'ait plus aucune infirmité corporelle, il se montrera estropié, boiteux, bossu, blessé, avec des cicatrices, si cela est nécessaire pour constater son identité. Ésope, par exemple, comme esprit, n'est pas difforme, mais si on l'évoque en tant qu'Ésope, aurait-il eu plusieurs existences depuis, il apparaîtra laid et bossu, avec le costume traditionnel. Une chose remarquable, c'est qu'à moins de circonstances particulières, les parties les moins dessinées sont les membres inférieurs, tandis que la tête, le tronc, les bras et les mains sont toujours nettement accusés. Aussi ne les voit-on presque jamais marcher, mais glisser, comme des ombres. Quant au costume, il se compose le plus ordinairement d'une draperie se terminant en longs plis flottants. C'est, du moins, avec une chevelure ondoyante et gracieuse, l'apparence des esprits qui n'ont rien conservé des choses terrestres. Mais les esprits vulgaires, ceux que l'on a connus, ont généralement le costume qu'ils avaient dans la dernière période de leur existence. Souvent, ils ont des attributs caractéristiques de leur élévation, comme une auréole, ou des ailes pour ceux que l'on peut considérer comme des anges, tandis que d'autres ont ceux qui rappellent leur occupation terrestre. Ainsi, un guerrier pourra apparaître avec son armure, un savant avec des livres, un assassin avec un poignard, etc. Les esprits supérieurs ont une figure belle, noble et sereine. Les plus inférieurs ont quelque chose de farouche et de bestial, et quelquefois portent encore les traces des crimes qu'ils ont commis ou des supplices qu'ils ont endurés. La question du costume et de tous ces objets accessoires est peut-être celle qui étonne le plus. Nous y reviendrons dans un chapitre spécial, parce qu'elle se lie à d'autres faits très importants. 103. Nous avons dit que l'apparition a quelque chose de vaporeux. Dans certains cas, on pourrait la comparer à l'image reflétée dans une glace sans teint, et qui, malgré sa netteté, n'empêche pas de voir au travers les objets qui sont par derrière. C'est assez généralement ainsi que les distinguent les médiums voyants. Ils les voient aller, venir, entrer dans un appartement ou en sortir, circuler parmi la foule des vivants, en ayant l'air, du moins pour les esprits vulgaires, de prendre une part active à tout ce qui se fait autour d'eux, de s'y intéresser, d'écouter ce qui se dit. Souvent,
On les voit s'approcher d'une personne, lui souffler des idées, l'influencer, la consoler s'ils sont bons, la railler s'ils sont malins, se montrer tristes ou contents des résultats qu'ils obtiennent. C'est en un mot la doublure du monde corporel. Tel est ce monde occulte qui nous entoure, au milieu duquel nous vivons, sans nous en douter, comme nous vivons, sans nous en douter davantage, au milieu des myriades du monde microscopique. Le microscope nous a révélé le monde des infiniment petits, que nous ne soupçonnions pas. Le spiritisme, aidé des médiums voyants, nous a révélé le monde des esprits qui, lui aussi, est une des forces actives de la nature. À l'aide des médiums voyants, nous avons pu étudier le monde invisible, nous initier à ses habitudes, comme un peuple d'aveugles pourrait étudier le monde visible à l'aide de quelques hommes qui jouiraient de la vue. Voir ci-après, au chapitre des médiums, l'article concernant les médiums voyants. 104. L'esprit qui veut ou peut apparaître revêt quelquefois une forme plus nette encore, ayant toutes les apparences d'un corps solide, au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel. Dans quelques cas, enfin, et sous l'empire de certaines circonstances, la tangibilité peut devenir réelle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, palper, sentir la même résistance, la même chaleur que de la part d'un corps vivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité de l'éclair. Ce n'est plus alors par les yeux qu'on en constate la présence, mais par le toucher. Si l'on pouvait attribuer à l'illusion ou à une sorte de fascination l'apparition simplement visuelle, le doute n'est pas permis quand on peut la saisir, la palper, quand elle-même vous saisit et vous étreint. Les faits d'apparition tangible sont les plus rares, mais ceux qui se sont passés dans ces derniers temps par l'influence de quelques médiums puissants, entre autres M. Home, et qui ont toute l'authenticité de témoignages irrécusables, prouvent et expliquent ce que l'histoire rapporte au sujet de personnes qui se sont montrées depuis leur mort avec toutes les apparences de la réalité. Au reste, comme nous l'avons dit, quelque extraordinaire que soit de pareils phénomènes, tout le merveilleux disparaît quand on connaît la manière dont ils se produisent, et l'on comprend que loin d'être une dérogation aux lois de la nature, ils n'en sont qu'une nouvelle application.